Donc, on va essayer de terminer le chapitre sur l'entropie et d'en commencer un nouveau. Enfin, c'est sûr qu'on va le terminer, j'espère qu'on va aller vite. On était dans le calcul de l'entropie de mélange. Donc, j'espérais finir la dernière fois, malheureusement, je n'ai pas pu. C'est quelque chose d'important. Donc, c'était un quatrièmement ou un cinquièmement l'entropie de mélange? Un sixièmement? Un cinquièmement. Un cinquièmement. Et j'avais mentionné le théorème de Gibbs, qui dit que si on a un mélange de deux gaz, on avait pris des particules de différentes couleurs pour distinguer visuellement les deux gaz. Ce mélange de deux gaz, un vert et un rouge, à une certaine pression, une certaine température, d'un volume V, avait une entropie qui était la somme des entropies partielles du gaz vert et du gaz rouge, du gaz 1 et du gaz 2. Et j'avais montré ça en... Alors donc, on l'avait... Ça, c'est le théorème de Gibbs qu'on avait énoncé. Et je l'avais montré en passant par l'expression de l'entropie liée à la physique statistique, en constatant que le nombre de micro-états accessibles, d'états microscopiques accessibles pour le mélange, c'est simplement si les deux gaz s'ignorent, donc si le mélange de gaz est ce qu'on appelle parfait, donc le nombre d'états microscopiques de l'ensemble est égal au produit du nombre d'états microscopiques accessibles par l'un et par l'autre séparément, puisque pour chaque état du gaz vert, il y a tous les états possibles du gaz rouge, et donc l'ensemble des états possibles, c'est simplement le produit des deux, et par conséquent, puisque S c'est simplement le log, enfin à KB près, le log de oméga, le log du produit, c'est la somme des logs, et donc on avait cette propriété-là. Donc on avait écrit que l'entropie d'un mélange idéal de gaz parfait est égale à la somme des entropies des gaz individuels, pris dans les mêmes conditions de pression et de température, et, dans les mêmes conditions, au même volume et à la même température, mais avec chacun la pression qui est la pression partielle qu'il occupe dans le mélange. Et j'avais mentionné ce qu'était la pression partielle. Bien, alors on en était, je pense, donc maintenant... oui, il y a une autre chose, une autre remarque que je voulais faire. Oui, juste une petite remarque pour dire qu'un mélange idéal... je considérais un mélange idéal de gaz parfait. Alors, un mélange pourrait en principe être idéal, même si ce n'était pas des gaz parfaits, dès lors que les gaz s'ignorent l'un l'autre, c'est-à-dire que les états accessibles par l'un est indépendant de ce que fait l'autre, le mélange serait idéal. Inversement, un mélange de gaz parfait n'est pas forcément idéal, et on prend parfois l'exemple extrême. Par exemple, prenez un gaz, je sais pas, NO, l'oxyde d'azote, et puis de l'oxygène. Si vous les mélangez, il va se passer quelque chose qui est bien connu, qui est une réaction chimique. Vous allez faire du dioxyde d'azote. Et donc, à partir de 3 moles de gaz, il n'y en aura plus que 2 à la fin. Donc, évidemment, le mélange ne va pas être idéal. Il est clair que la pression du mélange ne va pas être la somme des pressions partielles, enfin des pressions des gaz avant mélange. Bon, c'est un peu trivial, mais c'est une façon de dire que c'est pas parce que vous avez des gaz parfaits, donc même s'ils sont supposés parfaits, donc très dilués, etc., c'est pas parce que vous avez des gaz parfaits que si vous les mettez ensemble, ça va faire un mélange idéal, parce que s'il y a par exemple une réaction chimique, ça va pas le faire. Bon, c'était juste un petit mot de précaution avant de démarrer. Donc on considère simplement un mélange idéal de gaz, en l'occurrence de gaz parfait, qui va nous permettre de faire le calcul. Et donc maintenant je vais m'intéresser à la diffusion, donc petit b, à la diffusion de deux gaz l'un dans l'autre.
Donc on va vraiment procéder au mélange de deux gaz. Donc on commence par un gaz, enfin donc deux gaz, alors un vert à gauche, un rouge à droite. Et l'hypothèse, c'est qu'ils ont, donc on a ils ont les mêmes pressions, les mêmes températures. Donc j'ai N1 mol du gaz 1 dans le volume V1. Donc ici j'ai V1. Et puis j'ai N2 mol du gaz 2 dans le volume V2. Donc ici j'ai le volume V2. Donc N1 mol, N2 mol, ou si vous voulez grand N1 molécule, et là grand N2 molécule. Simplement, grand N1, c'est N1 fois le nombre d'Avogadro. Et l'idée, c'est qu'ils ont tous les deux la même pression et la même température. Donc ici, il y a un équilibre de pression, un équilibre de température. C'est-à-dire que dans ce qui va se passer, on s'intéresse que au fait qu'ils vont se mélanger, c'est-à-dire qu'ils vont diffuser l'un dans l'autre. On va retirer la paroi ici. Ils vont donc se mettre à occuper tous les deux l'ensemble du volume. Et donc on ne s'intéresse pas d'éventuels échanges qui pourraient être liés au fait que les pressions ne sont pas les mêmes ou que les températures ne sont pas les mêmes. On s'intéresse strictement au mélange, donc à la diffusion de ces deux gaz l'un dans l'autre. Donc c'est pour ça que je les prends dès le départ à la même pression, à la même température. Je ne veux pas m'intéresser à autre chose qu'à ce mélange. Ok ? Voilà, et donc je vais m'intéresser à l'entropie, à l'entropie qui est créée, parce qu'on s'attend à ce que ce processus soit évidemment irréversible. Une fois qu'on aura retiré la paroi et que les gaz seront mélangés, il n'y aura pas moyen de les remettre chacun d'un côté et de l'autre, une fois qu'ils auront occupé le volume accessible. Je vais donc m'intéresser à la variation d'entropie au cours de ce processus. Donc en fait, alors on va faire ça en deux étapes. La première étape va consister à passer donc du gaz vert, je le fais en plus petit, mais enfin c'est le même schéma, du gaz vert à gauche et du gaz rouge à droite. Alors je vais faire une première étape artificielle, on pourrait dire presque une étape, une expérience de pensée, où je vais considérer le gaz vert qui s'est... Donc là il y a toujours V1 et V2. Je considère une étape où le gaz vert va occuper V1 plus V2 par lui-même. Le gaz rouge aussi va se mettre à occuper V1 plus V2. Et ensuite, donc voilà. Et ensuite, je vais rassembler ces deux gaz. Je vais en faire un mélange où ils seront tous les deux occupants. Donc je vais juste mélanger ces deux compartiments, si vous voulez. Donc les deux vont occuper V1 plus V2. Donc je veux passer de la situation séparée à la situation mélangée V1 plus V2. Et pour le faire, je considère ces deux étapes. Alors, ce que nous dit le théorème de Gibbs, qu'on a vu donc la dernière fois, c'est que dans cette étape-là, c'est-à-dire simplement le mélange de deux gaz qui ont chacun leur pression partielle en un seul gaz qui a du coup la même température, le même volume total et la pression totale qui est la somme des pressions partielles, ce passage-là correspond à delta S égale 0. Hein, donc ça, c'est le théorème de Gibbs. Ok ? Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, ce qu'il faut calculer pour calculer cette entropie de mélange, c'est l'accroissement d'entropie dans ces étapes-là. Donc, il y a le gaz vert qui va avoir augmenté de volume tout en gardant donc une température constante. Et le gaz rouge va aussi augmenter de volume tout en gardant une température constante. Donc, je veux calculer ces variations d'entropie. Alors, allons-y. Pour le gaz 1,
je peux écrire une variation d'entropie. Alors, peut-être on va reprendre, on va repartir, peut-être qu'on l'a fait plusieurs fois déjà. Donc, DS1, c'est le gaz 1. On avait vu plusieurs expressions, P sur T, P sur T dV, plus 1 sur T du, par exemple. Hein, vous vous souvenez de celle-ci? Hein, c'est la définition de P et de T comme dérivée de l'entropie par rapport à V à U constant ou par rapport à U à V constant. Ou bien on peut retirer ça à nouveau de la relation fondamentale qui dit que DU c'est PDS moins PDV. Rappelez l'identité thermodynamique. Ceci est équivalent à ça, bref. D'une façon ou d'une autre, on a écrit 1000 fois cette chose-là. Et là, simplement, on va dire que P sur T, c'est NR sur V. D'accord? Et que DU, c'est CV dt pour un gaz parfait, ça ne dépend pas d'autre chose que de la température, hein, l'énergie interne. Et CV, c'est NR sur gamma moins 1. Et donc ça fait NR sur gamma moins 1 dt. Donc on a déjà fait ça plein de fois, hein, je l'ai écrit au moins une dizaine de fois, donc je le refais une fois de plus. Pour calculer cette variation d'entropie, j'ai donc ds1 lors d'une petite variation du volume et de la température qui vaut nr dv sur v plus nr sur gamma moins 1, donc je mets nr en facteur, plus 1 sur gamma moins 1 dt sur t. Voilà, par exemple. Et ici, on a une transformation à température constante, puisque les deux gaz ont déjà la même température au début. Donc, dans cette étape-là, je garde la même température. Et donc, ce dt vaut 0. Par conséquent, j'ai ds1 qui vaut nr. Alors, N1R, pardon, ça concerne le gaz 1. Et puis, c'est son gamma 1 à lui aussi. Parce que les deux corps n'ont pas forcément le même indice adiabatique. A priori, enfin peu importe, de toute façon dt vaut 0, donc gamma ne joue pas. dv sur v, d'où je tire que la variation d'entropie lors de la dilatation du corps de V1 à V1 plus V2, c'est la somme de ça, dv sur v, pour passer de V1 à V1 plus V2, et donc ceci vaut N1 R ln V1 plus V2 sur V1. Ok? Aucune difficulté particulière. Si on préfère, on peut l'écrire en termes du nombre total de particules. Grand N1 kV ln de V1 plus V2 sur V1. Bon. Ok? Donc ceci est la variation d'entropie du premier. Oui? Vous avez enlevé le dt sur t parce que t est constant. Oui, t est constant, donc dt vaut 0 dans cette transformation particulière. Okay. Donc ici, dt égale 0, et donc on a ça. Alors de la même façon, la variation d'entropie pour le gaz 2, ça va être delta S2, c'est exactement pareil, hein, sauf qu'il y a N2 molécules, N2 moles, ou grand N2 molécules, et puis on passe cette fois de V2 à V1 plus V2, donc la variation d'entropie pour le corps 2, c'est tout simplement ceci. D'accord? Voilà, donc on a calculé la variation d'entropie lors de cette expansion pour le premier corps, lors de cette expansion pour le second, et après, quand on les rassemble, ça ne change pas l'entropie en vertu du théorème de Gibbs. Donc, la variation d'entropie totale, finalement, on peut appeler entropie de mélange, c'est l'entropie qui est créée du fait du mélange des deux gaz. Eh bien, c'est simplement delta S dot qui vaut donc delta S1 plus delta S2, c'est-à-dire, alors, N1, je ne sais pas si c'est mieux. On peut le mettre en termes de nombre de moles ou en termes de nombre total de molécules. Ça revient à changer grand R en KB, c'est comme on veut. Je vais laisser des petits n pour l'instant, nombre de moles.
Donc ça fait grand R, facteur de N1 log de V1 plus V2 sur V1, plus N2 log de V1 plus V2 sur V2. On va le réécrire un petit peu différemment d'ailleurs. On a dit qu'au départ, les deux gaz avaient la même pression et la même température. Donc finalement, on a V1 sur N1. V1 sur N1, c'est RT1 sur P1. Donc en fait, RT sur P. Au départ, hein, ça c'est l'équation d'état du gaz parfait. Et donc c'est égal à V2 sur N2. D'accord? Puisque c'est la même pression et la même température pour les deux. Et si vous avez V1 sur N1 qui vaut V2 sur N2, je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est aussi égal à V1 plus V2 sur N1 plus N2. Ça vous va ça? Si A sur B égale B sur C, et si A sur B égale C sur D, alors c'est aussi égal à A plus C sur B plus D. Ok? Bon, une autre façon de dire, c'est qu'à la fin, la pression est la même et la température est la même. Donc, le gaz formé par le mélange est aussi un gaz parfait. Bref, on a ça. Pourquoi je fais ça? Simplement pour réécrire ça en termes de soit que des V, soit que des N. Alors je vais mettre des N plutôt. Donc V1 plus V2 sur V1, en fait, c'est N1 plus N2 sur N1. Donc, finalement, je peux réécrire delta S stop. C'est juste une réécriture. Hein. La réponse est déjà là, mais c'est agréable de l'écrire comme ça. Donc, Ln de... Alors, N1 plus N2 sur N1 plus N2 Ln de N1 plus N2 sur N2, voilà, par exemple. On va peut-être encadrer celle-ci. Voilà, donc vous voyez, évidemment, ce n'est pas une surprise, que cette variation d'entropie est toujours strictement positive. Pourquoi? Parce que N1 plus N2, évidemment, c'est plus grand que N1, donc ça, ce log est positif, et N1 plus N2, c'est aussi plus grand que N2, donc ce log est positif. Et donc, on a la somme de deux choses positives, et c'est positif. Okay? Et c'est égal à 0 dans le seul cas où ces deux termes-là seraient nuls, c'est-à-dire il faudrait que, alors si N2, il faut que ce rapport-là soit égal à 1. Ah, oui, enfin bon. Oui, ça veut dire que N1 égale 0. Oui, donc là, on aurait une log de... Oui, on aurait moins l'infini. Bon, ce serait difficile. Éclat. Bon, enfin, en tout cas, si N1 et N2 sont tous deux non nuls, parce que sinon, il faut prendre des... Enfin bon, le rapport est un peu bizarre. On est d'accord que ceci est strictement positif. Ok, donc quand vous mélangez deux gaz, l'entropie augmente, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus les démélanger ensuite, en tout cas pas spontanément. Et ce terme-là s'appelle donc l'entropie de mélange. On peut d'ailleurs généraliser à plusieurs gaz. Là, il y en avait deux. Vous voyez que N1 plus N2 ici, c'est en fait le nombre de moles total du gaz à la fin. Et donc, il est assez facile de voir que la généralisation de ceci, c'est que l'entropie de mélange, delta S mélange, pour non pas deux corps, mais N gaz en mélangé de façon idéale, ça va être R somme des NI log de N sur NI pour I égale 1 à grand N, enfin, pour tous les gaz. OK? Vous avez ici N1 log de N sur N1, plus N2 log de N sur N2. Si on rajoute, évidemment, ça va être plus N3 log de N sur N3. Bref. Voici l'entropie de mélange. Ok, alors maintenant vient le nœud du problème. Enfin, ça c'est intéressant en soi, ça montre ce que vaut l'entropie de mélange et qu'on sait la calculer.
Le problème maintenant, c'est si on considère le mélange de deux gaz identiques. Si le gaz 1 et le gaz 2 sont les mêmes, donc ça va être le petit c, diffusion d'un gaz dans lui-même, au lieu de deux gaz distincts l'un dans l'autre, diffusion d'un gaz dans lui-même. Eh bien là, on a un problème vraiment profond, qu'on appelle le paradoxe de Gibbs. Parce que si vous avez d'un côté n mol d'un certain gaz, donc qui occupe un volume V1, et de l'autre n mol du même gaz qui occupe le volume V2, avec la même pression et la même température, si on refait le même calcul, on va trouver qu'une fois qu'on a retiré la paroi et que le gaz s'est mélangé, c'est le même gaz. On va trouver delta S positif, qui vaudra exactement ça, si on applique le même raisonnement et le même calcul. On va trouver ça, on va trouver delta S positif, et pourtant, l'état final et l'état initial, c'est censé être le même, c'est le même gaz. Donc c'est indistinguable. Donc delta S devrait être égal à 0. Parce qu'on a le même état final et le même état initial. Même état final initial. Tu sous-entends qu'elle... S est une fonction d'état, donc on devrait avoir delta S égale 0. Aïe! Gros problème, profond problème, très très profond problème qui a animé bien des débats, qui en anime encore d'une certaine façon d'ailleurs. Comment expliquer qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Et qu'est-ce qui fait la différence entre deux gaz distincts et le même gaz? Parce qu'a priori, c'est quand même le même processus qui se passe. Alors la différence, bien sûr, c'est que dans un cas, c'est des molécules différentes, dans l'autre cas, c'est les mêmes molécules. Mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, pour comprendre ce que ça change, il faut faire appel à ce qu'on appelle le principe d'indiscernabilité, qu'on comprend de façon vraiment profonde en physique quantique. Et sinon, il faut faire des choses un peu avec les mains. Alors, il y a des gens qui disent que c'est légitime de le faire, et des gens qui disent que c'est pas vraiment légitime. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la physique quantique pour comprendre fondamentalement ce qui se passe là? Je pense que c'est une question qui n'est pas totalement tranchée, ou peut-être qu'il l'est, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont c'est tranché, donc ça veut peut-être dire que c'est pas tranché. Il me semble personnellement qu'on a besoin de la physique quantique, mais apparemment il y a des gens qui discutent ça encore. Bref. Peu importe, on va écrire la solution et je dirais donc un mot sur le fait qu'en physique quantique, cette solution est parfaitement naturelle. En physique classique, elle est peut-être un peu moins. Ah non, généralisation. Oui, généralisation. Donc la solution du paradoxe réside dans ce qu'on appelle le principe d'indiscernabilité des molécules identiques, c'est-à-dire que, en fait, donc, est-ce que j'ai non, je n'ai pas un titre particulier. Bon, en fait, il y a une hypothèse qu'on a faite, je l'ai mentionnée en passant quand on l'a faite, quand on a commencé à compter les états, mais en disant qu'on allait y revenir, donc on y revient ici brièvement. Donc le fond du problème, encore une fois, c'est que les molécules de l'exemple précédent ne sont pas distinguables, et donc, sont les mêmes. Et quand on compte les états, on considère deux états macroscopiques différents. Je vais reprendre l'exemple qu'on avait pris quand on a fait des comptages avec des boîtes, vous vous rappelez,
j'avais considéré qu'on pouvait répartir des molécules dans deux boîtes. Hein, on avait compté. Donc si vous avez deux molécules, vous avez la possibilité qu'il y ait A et B là, A et B comme ça, B et A comme ça, ou A et B toutes les deux dans la boîte de droite. Puis là, on avait compté deux états différents microscopiques. Mais si ce sont les mêmes molécules, est-ce que ces deux états sont différents? Normalement, oui. Mais quantiquement, si vous avez deux molécules ou deux particules qui sont les mêmes, alors ces deux états sont indistinguables. Mais indistinguables, pas parce qu'en fait ça revient au même, c'est parce qu'en fait c'est pas deux choses différentes. Donc ça veut dire que là, on n'a pas deux façons différentes d'obtenir la même chose. C'est une seule et même façon. C'est un petit peu troublant, mais on ne va pas rentrer dans les détails de la physique quantique. Quoi qu'il en soit, des états, donc reprenons maintenant grand N molécules dans un certain volume, quand on compte le nombre d'états microscopiques qui correspondent au même état macroscopique. En fait, on compte le cas où cette molécule est ici, celle-ci est ici, etc. Puis après, on a compté aussi le cas où en fait c'était cette molécule qui était là, puis celle-ci qui était là, puis celle-ci qui était là, puis, enfin, où on avait fait des permutations. En réalité, ces états sont indistinguables. Donc on a compté plusieurs fois, on a compté trop de fois le même état en disant que c'était des états différents, puisqu'on a permis à chaque molécule de trouver dans toutes les cellules élémentaires, dans toutes les boîtes possibles de l'espace. Et on a fait comme si à chaque fois qu'il y avait disons, on a compté comme configuration différente des permutations en fait d'une seule et même configuration. Donc quand on a calculé notre oméga, ce qu'on a obtenu, alors vous vous rappelez, on avait obtenu un truc qui était AV puissance N fois F de U, un truc comme ça. J'avais simplement dit que c'était proportionnel au volume puissance N, et puis une certaine fonction de l'énergie, on avait traité à part la question de l'énergie. En fait, ce nombre qu'on a obtenu, il est beaucoup trop grand, puisque là-dedans, on prend en compte plein de configurations qui sont en réalité les mêmes si les états microscopiques sont indiscernables par échange de molécules. Donc s'ils sont indiscernables, combien de fois on a compté en trop les états? Autant de fois qu'il y a de permutations de grand N particules. Combien il y a de permutations de grand N particules? Nombre de permutations de grand N particules. Alors N exposé. N Pas factoriel quelque chose, N factoriel le nombre de molécules. N factoriel. Le nombre de molécules factoriel. Hein, puisque vous pouvez réarranger grand N molécules. La première, vous pouvez l'attribuer à n'importe quelle position, donc vous avez N choix. La deuxième, comme vous avez déjà fixé la première, vous avez N-1 choix. La troisième, vous avez N-2 choix, etc. Jusqu'à la dernière, c'est la dernière qui reste. Donc vous avez N factoriel, N fois N-1 fois N-2, etc. jusqu'à 1. Possibilité de réarranger les molécules juste en changeant laquelle va où, d'accord, mais pas en changeant leur position. Hein. Donc pour chaque état, en fait, dans les états qu'on a compté N factoriel fois le même état à chaque fois. Donc le vrai oméga, dans le cas de molécules indiscernables, ça devrait être un certain oméga prime, si vous voulez, qui est en fait le oméga qu'on avait divisé par N factoriel. Alors je vous avais déjà dit, j'avais mentionné que on avait ici dans ces constantes des choses qui dépendaient de N, nous on s'en fichait puisqu'on travaille à un nombre de molécules fixé. Mais là, notre système, alors globalement, il a un nombre de molécules fixé, mais vous allez voir comment ça joue. Donc en réalité, il y a ici un factoriel N qui est très important et qui va modifier l'expression de l'entropie qu'on avait écrite comme étant, alors grand N, KB. Alors on avait, rappelez-vous, un log de V sur V0. Alors plus des choses qui dépendent de la température, donc je peux refaire 1 sur gamma moins 1, enfin c'est exactement ce qu'on vient de revoir, log de T sur T0 par exemple, plus une certaine constante, ici, si vous
Vous regarderez dans le cours où on avait fait ça. Et j'avais, alors cette constante, je ne sais plus comment je l'avais appelée, je l'avais peut-être appelée A, enfin bon, c'était une certaine constante. Et je vous avais dit, j'avais insisté un peu lourdement, de façon peut-être qui vous paraissait un peu saugrenue, que là-dedans, il pouvait y avoir le nombre n en fait. Que, évidemment, quand on s'intéresse à un système fermé dont le nombre n ne varie pas, les variations d'entropie, c'est l'entropie dans un certain état moins l'entropie dans l'état d'avant. Si ce cas dépend de n, mais si c'est toujours le même nombre n, de toute façon il s'en va, donc on s'en fiche de ce nombre-là. Mais j'avais aussi attiré votre attention sur le fait que cette entropie-là n'est pas extensive si on ne prend pas en compte le fait que k dépend de n. Parce que si je prends 2 fois ce système-là, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un système avec cette entropie, puis je prends 2 fois le même système, est-ce que je vais avoir 2 fois l'entropie? Si je prends 2 fois le système, je vais avoir n qui est multiplié par 2, très bien. T ne change pas, très bien, donc on a bien x2, mais V va changer. V va être multiplié par 2, donc ceci n'est pas extensif. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que donc cette entropie a un problème, et la façon de résoudre le problème, c'est qu'en fait, K dépend de N. Et il doit en dépendre de telle façon que lorsque on prend 2 fois le système, le x2 qui aura là, enfin, la variation qu'il y aura là doit compenser la variation qu'il y a là, de telle sorte que l'entropie soit vraiment extensive. C'est peut-être un petit peu abstrait, si vous ne suivez pas tous les détails, c'est pas très grave, mais juste je vous montre ici que, enfin, c'est le résultat final qu'il faut bien comprendre, c'est que si en fait, au lieu de oméga, on prend oméga divisé par factoriel n, pour prendre en compte le fait que les molécules, enfin que les états microscopiques sont indiscernables si on ne fait qu'une permutation, eh bien, qu'est-ce qui va arriver ici? On va avoir le S', le vrai, le bon, ça va être donc KB log de oméga prime, c'est-à-dire KB log de oméga sur n factoriel. Donc ça fait KB log de oméga moins KB log de n factoriel. Ceci est une constante, donc voilà, elle est là-dedans si vous voulez. J'avais dit ça peut dépendre de n, peu importe, on s'en fiche, on travaille avec des systèmes fermés. Mais en réalité, voilà ce qui se passe. Or log de n factoriel, si vous vous souvenez la formule de Stirling, il ne faut pas forcément savoir par cœur, hein, si vous en avez besoin, on vous la redonnera. La formule de Stirling nous dit, au premier ordre en tout cas, que log de n factoriel, c'est à peu près n fois log de n. Donc on a ce S' ici qui vaut KB log de oméga, donc ça c'est l'ancien S, moins KB n log de n. Et par conséquent, vous voyez que ça c'est exactement ce qu'il faut pour mettre un divisé par n ici. Donc S', ça va vous faire n KB log de V, donc je mets n KB en facteur, donc j'ai moins log de n, que je peux, ln de V sur V0 moins log de n, c'est ln de V sur n V0, plus le reste ça va pas changer. Puis là j'ai un K' ici. Voilà, et le point clé maintenant, c'est que j'ai pris en compte les variations en fonction de n, donc ça ne dépend plus de n. Ça reste une constante hein, qui est liée à la façon dont le nombre d'états microscopiques dépend de l'énergie, etc. Peu importe, ça ne dépend plus de n. Et vous voyez que cette entropie-là, corrigée de ce facteur n factoriel, est maintenant extensive. Parce que si je prends 2 fois le système, n est multiplié par 2, bien, v est multiplié par 2, mais n aussi est multiplié par 2. Donc ce rapport est intensif. Ce rapport ne change pas, et puis t ne change pas si je prends 2 fois le système. Donc si je prends 2 fois le système maintenant, ceci ne change pas, ceci est multiplié par 2, c'est formidable, S est redevenu extensive. C'est-à-dire que la dépendance en n de ce cas qui était là dont on se fichait, en réalité, si on prend en compte l'indiscernabilité des molécules à l'échelle microscopique,
on voit que la dépendance en n de ce facteur est juste ce qu'il faut pour que globalement tout ça ne dépende pas de la taille du système. Bref, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en réalité, la bonne expression dans l'entropie, qui ne contredit en rien ce qu'on avait dit avant, puisque là-dedans on avait dit que ça dépendait de n. Simplement, maintenant on sait exactement de combien ça dépend de n. Eh bien, cette dépendance résout le paradoxe de Gibbs. Comment? Eh bien, il suffit de le faire, en fait. Allons-y. Dans le cas où on a un gaz qui diffuse dans lui-même, donc les deux gaz sont le même, eh bien, voyons ce qu'on a au début. On a N1 molécules dans le volume V1 d'un côté et N2 molécules dans le volume V2 du même gaz. Hein. Je reprends le même gaz. Donc que vaut l'entropie? Je vais l'appeler S initial, c'est avant le mélange. S initial, ça vaut. Alors allons-y. Bon, les T vont pas varier, donc quand je vais faire la... Bon, si je vais tout décrire, ce sera plus simple. Donc ça va faire N1 KB log de V1 sur N1 V0 plus 1 sur gamma moins 1 log de T sur P0 plus je vais appeler K', je continue à l'appeler K', c'est une constante qui ne dépend pas de N. Voilà ce qu'on a. Alors, voilà ce qu'on a au départ pour le gaz 1, plus la même chose pour le gaz 2, bien sûr. Hein. Ln de V2 sur N2 V0 plus 1 sur gamma moins 1. Alors là, c'est le même gamma, parce que c'est le même gaz. Ln de T sur T0, même température. Et même constante, hein, c'est le même gaz, donc... D'accord? Donc ça, c'est l'entropie initiale. Et puis l'entropie finale, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a N1 plus N2 molécules du même gaz dans un volume V1 plus V2. Donc ça fait... Donc je reprends la même formule ici, hein, la bonne, celle-là. Donc ça fait N1 plus N2 KB log de V1 plus V2 sur N1 plus N2. Il correspond à quoi le V0? V0 toujours, hein, pour que ceci soit sans dimension. C'est l'unité de volume, si vous voulez, peu importe. Plus 1 sur gamma moins 1, log de T sur P0, plus toujours le même K', parce que ça ne dépend plus de N. Maintenant, on a N1 plus N2 molécules, mais ça ne change rien. C'est toujours le même K'. Oui, c'est le même. Voilà. Il suffit de faire S final moins S initial pour avoir le delta S. Et ceci fait, alors, tous ces termes-là, on va avoir N1 plus N2 KB fois ça, moins N1 KB fois ça, moins N2 KB fois ça, donc ça dégage, parce que tous ces termes-là s'en fichent. Et donc je vais simplement écrire les termes avec le volume et le nombre de molécules. Donc ça fait, alors KB est en facteur, et j'ai N1 plus N2 log de V1 plus V2 sur N1 plus N2. Ça, c'est les V0, bien sûr. Ça, c'est le terme de l'entropie finale. Moins N1 log de V1 sur N1 V0 moins N2 log de V2 sur N2 V0. Sauf que les gaz avaient la même pression et la même température. Par conséquent, comme on l'a déjà écrit précédemment, on a V1 sur N1 qui vaut V2 sur N2 qui vaut V1 plus V2 sur N1 plus N2. Et donc,
Et donc, on a N1 plus N2 log d'un truc, moins N1 log du même truc, moins N2 log du même truc. Ça fait bien 0. Delta S mélange égale 0. Ouf! Honneur et sauf. Voilà. Donc, en prenant en compte l'indiscernabilité des états microscopiques qui proviennent de l'échange de deux molécules identiques, elles ne sont pas identiques, évidemment, ça change les choses, c'est plus le même état. Mais si les molécules sont identiques, les interchanger ne changent pas l'état microscopique. Et il faut en tenir compte dans le calcul de l'entropie, puisque l'entropie, c'est le nombre d'états microscopiques qui donnent le même état macroscopique. À l'évidence, c'est le même état macroscopique si vous interchangez les molécules, mais c'est aussi le même état microscopique. C'est ça la clé. C'est pas la même, c'est la même chose, c'est pas un autre état qui est le même, c'est le même état si vous interchangez des molécules identiques. Donc ça, c'est en physique quantique, on appelle ça l'indiscernabilité des particules. C'est quelque chose de très profond qui clôt le débat, parce que sinon on pourrait se demander, oui, alors bien sûr on ne peut pas distinguer les deux états microscopiques si on les interchange, mais est-ce que c'est quand même deux états distincts qui sont juste le même, ou est-ce que c'est le même état? Ce débat pourrait se poursuivre, mais la physique quantique a réglé le problème une fois pour toutes. De toute façon, deux états où vous interchangez des particules identiques, enfin, c'est pas deux états, c'est le même état. C'est ce qu'on appelle donc le principe d'indiscernabilité quantique, je vais le noter. Et ça, c'est un principe très profond qui a des conséquences, donc qui est vérifié par ses conséquences, comme tous les principes, qui a des conséquences évidemment profondes dans le comptage des états et aussi dans certaines symétries d'états à plusieurs particules. Principe d'indiscernabilité quantique. Le T0 et le T0, c'est juste pour que contre qui est homogène, ils n'ont pas de valeur. Genre 1, mais 1 en unique. Juste pour que ton logarithme. Donc c'est quelque chose de vraiment fondamental. Et c'est l'occasion c'était l'occasion d'en parler. Oui. Juste, ça peut paraître bête. Le T0 et le V0, c'est juste pour que le logarithme soit homogène. Enfin, il n'y Oui, a pas de dimension. Oui. Enfin, oui, c'est ça. C'est juste pour pas prendre un log d'un truc dimensionné. Souvent, vous trouvez sans ça, mais c'est sous-entendu que c'est l'unité de volume et de température. Ok. Bon, j'ai pas tellement le temps d'en dire plus de toute façon, mais en tout cas, on a fait le calcul de l'entropie de mélange. On a soulevé le problème que si c'était le même gaz, on trouvait delta S positif alors que ça devrait être nul. Et je vous ai donc indiqué comment résoudre ce problème. Ce problème a animé la physique pendant longtemps, hein, et je vous dis, on peut encore se poser des questions. Est-ce qu'on a besoin de l'indiscernabilité quantique pour vraiment résoudre le problème ou pas? Je pense que oui. Apparemment, en lisant diverses choses un peu partout, il semblerait que certains pensent que non. Bon, bref, peu importe. La question n'est pas qui a raison ou tort. De toute façon, encore une fois, ça c'est vrai. Tout le monde est d'accord que l'indiscernabilité quantique, c'est réel. Donc de toute façon, le problème ne se pose plus, quoi qu'il arrive. Ok. On passe au chapitre 3. C'est facile? Non. Là, oui. Bah où alors? Et le reste, bon, alors, on ne sait plus comment les modifier. Là, c'est bon, non? Non, je peux pas écrire là. C'est plus. Donc ça, c'est homogène. Les deux poussent au sur la cloison. Alors, on va passer au chapitre 3, donc, un chapitre sur les machines thermiques. C'est pas aussi clair que ça. Quelque chose de très important. S'ils sont dans le même état à gauche et à droite. Ça a évidemment un grand intérêt technique et industriel, les machines thermiques. C'est un enjeu, ça a été un enjeu de civilisation, hein. La révolution industrielle est largement appuyée sur les machines thermiques, la machine à vapeur et le train et tout ça. Enfin, comment faire du travail à partir de la chaleur? Parce que c'est très facile d'obtenir de la chaleur, vous brûlez du combustible, mais comment on met des choses en mouvement à partir de ça?
Donc c'est toute la question. Est-ce qu'il y a une façon optimale de mettre en mouvement des choses à partir de la chaleur? À chapitre 4. Ah oui. C'était quoi le... Ouais. Et le 2, c'était quoi? Ah oui, premier principe, d'accord. L'introduction, premier principe, ouais. Ok, donc chapitre 4. C'est bon, je peux effacer maintenant? Oui, bien sûr. Moi, c'est deux. Je le vois vraiment dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je n'arrive pas dans le sens où je enlève la cloison. Pour moi, pas forcément. Chapitre 4. Machine thermique. Donc je disais que ça a un grand intérêt technique, industriel, que donc la révolution industrielle est largement liée au développement de la thermodynamique. C'est pas ça. Si t'as regardé, c'est tout. Ah, c'est long. Mais, fort heureusement, c'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas, c'est souvent le cas quand même, ça a permis aussi des avancées sur le plan théorique fondamental, puisque le développement de la thermodynamique, pour aborder la question donc, des machines thermiques et la meilleure façon de tirer de l'énergie, enfin, du travail en tout cas de la chaleur, a conduit à découvrir des notions fondamentales. Donc on a mentionné l'entropie. Ça nous a permis ça a permis à la communauté scientifique de se pencher sur la question de l'irréversibilité. Et enfin bon, voilà, donc ça c'est des grandes avancées. Et par ailleurs, on a découvert lors de ces réflexions qu'il existait un rendement maximal. Donc je vais mettre, ça c'est un résultat important qu'on va voir, donc peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas je dis, l'existence d'un rendement maximal pour la conversion d'une certaine forme d'énergie en une autre. Et sur le plan donc philosophique, le résultat majeur qui a été obtenu à l'occasion de ces développements, c'est l'existence d'une certaine hiérarchie. Alors je mets des guillemets, parce qu'il ne faut pas surinterpréter ça, mais une hiérarchie des formes d'énergie. En l'occurrence, c'est important, ce que il est possible de tirer de la chaleur à partir du travail, et ceci de façon intégrale. J'ai mentionné, je vais refaire ma petite expérience fictive. Voilà, vous prenez un... D'accord, voilà, j'exerce un travail, le corps s'arrête, toute l'énergie mécanique ordonnée a été transformée en chaleur, en énergie désordonnée. L'inverse n'est pas possible. On ne peut pas transformer intégralement, oui. Ça a dit que c'était possible, sauf que c'était pas équivalent. On a dit qu'en fait, on transformait une chaleur. Mais pas tout. Voilà, c'est ça. Donc on peut transformer de la chaleur en énergie. Tout le monde a vu fonctionner une machine à vapeur, un train, n'importe quoi. Vous brûlez quelque chose, vous pouvez mettre en mouvement un corps. Mais vous ne pouvez pas convertir toute l'énergie sous forme calorifique, sous forme désordonnée, en énergie mécanique sous forme ordonnée. Donc, je peux résumer ça là. C'est un progrès technique. C'est un problème technique ou c'est un problème qui est physiquement impossible? L'énergie mécanique. Ah non, c'est physiquement impossible parce qu'il y a un rendement maximal. Peut être transformée intégralement transformé ou converti, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux, converti peut-être. Ils sont deux.
en énergie sous forme Ouais, ça dépend. désordonnée, qu'on appelle chaleur, mais pas l'inverse. On peut en partie, mais pas intégralement. Combien est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on est capable de faire? En fait, donc, on va voir dans ce chapitre l'existence d'un rendement maximal pour une machine thermique, c'est-à-dire une machine qui cherche à produire un travail à partir de ce qu'on appelle une source de chaleur, j'y viens tout de suite, c'est-à-dire en fait d'un réservoir d'énergie qui peut fournir de l'énergie sous forme de chaleur. Donc il existe un rendement maximal et on va caractériser tout ça, ça dépend des températures des corps en présence. Bon, bref, il y a tout un travail à faire, mais le point clé, donc c'est pour ça qu'il y a une certaine hiérarchie dans les formes d'énergie. Il y a forcément une déperdition lorsque vous passez d'une énergie type chaleur, enfin désordonnée, en mouvement, en énergie mécanique ordonnée. Alors, commençons. Grand 1, inégalité de Clausius et conséquences. Donc, un point central de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Clausius, donc établie par M. Clausius. Celui qui a introduit la notion d'entropie, hein, je vous rappelle. On dit parfois une égalité de Carnot-Clausius. Hommage aussi à Carnot qui a joué un rôle important dans l'étude de ces machines thermiques. On verra le théorème de Carnot, on verra le cycle de Carnot qui est fondamental. Donc, inégalité de Clausius et conséquences. Je pense qu'on s'en tiendra là pour aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même pas mal de choses à introduire, à commencer par la notion de source de chaleur. Ce truc, on verra que l'interne. Ça produit pas l'interne, il a toujours parlé de ça. Le reste, c'est trop long. Notion de source de chaleur. Alors, qu'est-ce qu'une source de chaleur? Je l'ai déjà un peu mentionné. C'est l'idée qu'on a un réservoir gigantesque d'énergie qui peut être cédé ou absorbé cédé ou absorbé alors, sous forme de chaleur, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça source de chaleur. Alors faites attention, le mot source est trompeur, puisque la source peut donner de la chaleur, mais peut aussi en prendre. L'idée, c'est simplement qu'on a un grand réservoir d'énergie qui peut être communiqué, qui peut être échangé sous forme de chaleur. Et le point clé, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit la quantité de chaleur qu'on lui donne ou qu'on lui prend, ça ne va pas changer sa température. C'est pour ça qu'on a besoin d'un réservoir gigantesque. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait pris avec un morceau de métal qu'on avait plongé dans un lac. Et on avait dit que le lac était suffisamment grand pour que certes, quand on avait un métal chaud, il va refroidir, il va donc céder de la chaleur au lac. Mais enfin, ça ne va pas changer la température du lac parce qu'il est, voilà, s'il est suffisamment grand, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, réservoir gigantesque, pouvant être cédé ou absorbé sous forme de chaleur, telle que sa température ne varie pas, quoi qu'il arrive. No matter what. Donc c'est ça l'idée. Et encore une fois, faites attention, le mot source est ambigu. Le mot source est impropre en fait. Hein. Ça ne peut pas juste donner, ça peut aussi prendre. Ne varie pas. Ok. Donc, et sa température, on va l'appeler TS, température de la source. On va la noter TS.
Et donc elle ne variera pas. Alors, il y a un autre cas, plutôt qu'un réservoir gigantesque, c'est ce qu'on appelle un thermostat. Donc, nota bene, un thermostat peut très bien faire l'affaire. Un thermostat convient à la température T thermostat. Simplement, un thermostat, c'est un corps qui est régulé en température, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui prend de la chaleur, il devrait baisser sa température, mais si on le régule, ben on lui redonne ce qu'il faut par ailleurs pour qu'il garde toujours la même température. À l'inverse, si on lui en donne, eh bien, elle est évacuée par ailleurs de sorte qu'il garde toujours sa température. Donc ça répond au problème. Un thermostat, c'est aussi une très bonne source c'est une source de chaleur au sens où on l'entend. Donc on définit ces sources de chaleur simplement de façon un peu abstraite par rapport à ce qu'on veut en faire. On veut pouvoir lui donner ou lui prendre de l'énergie sans jamais faire varier sa température. Et on appelle ça, de façon formelle, une source de chaleur. Bien. Alors, deuxièmement, on va voir maintenant les échanges d'énergie qui peuvent être faits avec une source de chaleur. Et surtout, on va voir les variations d'entropie associées. Alors, échange d'énergie. Avec une source de chaleur. Et on va commencer par rappeler l'exemple qu'on avait pris d'un corps. Vous rappelez donc le corps qu'on avait mis, le corps chaud qu'on avait mis dans un lac. Donc on va le faire de façon plus générique. On a un corps qu'on met en contact, un corps simple, on met en contact avec une source de chaleur. Et on va appeler Q l'énergie qu'il reçoit de la source de chaleur. Donc s'ils n'ont pas la même température, alors donc le corps température initiale, je vais l'appeler T0, et donc il va évoluer vers une température finale qui évidemment à l'équilibre, ça aura la même température que le corps avec lequel il est en contact, donc que la source de chaleur, et comme la source de chaleur ne change pas de température, à la fin, le corps aura pour température finale T, TS, T de la source, ou TH, T du thermostat, enfin bref. Ok? Donc il va se passer ça, et au cours de cette évolution de température, évidemment, le corps va recevoir de la chaleur. Alors, toujours le même abus de langage, il ne reçoit pas de la chaleur, il reçoit de l'énergie sous forme de chaleur. Donc, chaleur reçue, ou plus exactement énergie reçue sous forme de chaleur, ça va être Q qui vaut quoi? Alors, si j'appelle Cp sa capacité calorifique, la chaleur qu'il aura reçue, alors en supposant qu'elle est indépendante de la température, pour faire simple, sinon il suffit d'intégrer, c'est une difficulté. dQ c'est Cp dt, ou mCp dt si c'était la chaleur massique. Bon, je prends la chaleur complète, d'accord? Donc la chaleur, enfin la capacité calorifique complète, pardon. Donc la chaleur reçue c'est Cp fois la variation de température, donc Ts moins T0. Alors attention, bien sûr, si T0 était en fait plus grand que Ts, ceci est négatif, donc la chaleur qu'il reçoit est en fait la chaleur qu'il a donnée positivement. Bien évidemment. La chaleur va du corps chaud au corps froid. On y reviendra d'ailleurs. C'est délecté. Là, je reprends la formule de... Ok, alors ça c'est la chaleur qu'il a reçue. S'il a reçu cette chaleur, l'énergie se conserve, c'est donc que le thermostat, lui, a cédé exactement l'opposé, enfin, a cédé la chaleur qu'il a reçue. C'est-à-dire que le thermostat, lui, a reçu l'opposé de la chaleur reçue par le corps. Donc, la source, le thermostat, je vais me tromper de l'un ou l'autre, enfin, c'est la même idée. La source a reçu
égale moins Q reçu par le corps égale donc moins CP TS moins T0. Ou si on préfère, CP T0 moins TS. Peut être positive ou négative suivant que le corps était plus chaud ou plus froid que la source. Ok, alors par contre, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que pour le thermostat, la transformation est réversible, puisque le thermostat est toujours en équilibre interne à sa propre température, et cette température ne change jamais. Donc, la chaleur qu'a reçue la source s'accompagne à une variation d'entropie de la source que je peux écrire delta S source qui vaut quoi? Eh bien, qui vaut la chaleur reçue divisée par la température qu'elle a, qui est toujours la même. Donc, ça va être Q reçu par la source divisé par la température de la source, et donc ça fait Cp facteur de 1 moins, pardon, facteur de T0 sur Ts moins 1. Voilà. Et alors maintenant, quelle est la variation d'entropie du corps? Alors pour le corps, je peux imaginer une transformation réversible qui fasse passer ce corps de la température T0 qu'il avait au début à la température Ts. Je vais avoir ds au cours de cette transformation, dans chaque petite étape de cette transformation, je vais avoir ds qui vaut Cp fois dt divisé par sa température, la température du corps, donc ça c'est dt du corps, température du corps, c'est plus la température de la source. Cette température varie pour le coup. Et donc je vais avoir une variation totale d'entropie. On a déjà fait ce calcul, mais je le refais de façon détaillée, qui va simplement valoir Cp fois le log de la nouvelle température, à savoir Ts, divisé par l'ancienne, la température initiale, T0. Et donc, on a une variation globale d'entropie qui, sans surprise, est strictement positive, on va le voir. Donc c'est simplement la somme des deux, ce qu'on appelle la variation de l'entropie de l'univers, tout compris le corps et le système avec lequel il est en contact, qui vaut donc Cp fois, on va l'écrire T0 sur Ts moins 1 moins log de T0 sur Ts. Parce que log de Ts sur T0, c'est moins log de T0 sur Ts. Est-ce que ceci est toujours positif? La réponse est oui. Si j'appelle petit x T0 sur Ts, j'ai ici la fonction x moins 1 moins log de x, et je prétends que ça, c'est effectivement toujours positif. Si vous préférez, x moins 1 est toujours plus grand que log de x. On peut le voir en étudiant la fonction, pendant sa dérivée, etc. Mais on peut aussi le voir graphiquement, comme on l'a fait déjà 2 ou 3 fois. Si vous tracez la fonction x-1, la fonction x-1, c'est quoi? C'est la fonction, ça c'est y égale x, donc x-1 c'est ça, qui passe en moins 1 et en 1 ici. Voilà la fonction x-1. Et la fonction log de x, vous savez tous tracer log de x. Ça va vers moins l'infini ici, il y a une tangente ici, et puis ça fait comme ça. Et la fonction log de x est toujours sous sa tangente au point 1, 0. Enfin, ce point-là. Et donc, effectivement, graphiquement, c'est une évidence, en tout cas quand on connaît la fonction log, sinon il suffit de faire l'étude. Log de x est bien plus petit que x-1, et ce n'est égal que lorsque x vaut 1, c'est-à-dire quand les deux températures sont les mêmes.
Donc la seule façon d'avoir une transformation réversible dans ce changement dans cet échange de température, c'est qu'en fait, il n'y ait pas d'échange de chaleur, cet échange de chaleur, pardon, c'est que les températures soient égales et qu'il n'y ait pas d'échange de chaleur. Dès lors qu'il y a un transfert de chaleur, c'est irréversible globalement. Ok, donc ça on l'avait déjà vu, ça fait pas de mal de le revoir. L'intérêt de ça, c'est maintenant, alors, qu'est-ce que je peux effacer? Tout? Presque? Là? Ouais. On va généraliser ça et montrer que ce calcul dans un cas particulier est en fait, enfin, on peut obtenir, on peut édicter ce résultat que delta S tot est toujours plus grand que 0 dans le cas général, puisque c'est ça le second principe de la thermodynamique. Le second principe nous dit que dans une évolution d'un système isolé, donc le système qu'on considère plus son environnement, globalement c'est isolé, donc généralisation, dans une évolution spontanée de ce système, on a toujours delta S tot qui est strictement, enfin qui est supérieur ou égal à 0 et qui est égal à 0 si et seulement si la transformation est réversible. Et de ça, on peut tirer que delta S du thermostat ou de la source, comme vous voulez, je sais pas. Source ou thermostat? Allez, thermostat pour changer, c'est pareil. Delta S thermostat plus delta S du système considéré. Là, on avait un corps simple, on a fait le calcul explicitement, mais quoi qu'il arrive, si vous avez un système qui échange de l'énergie avec le thermostat, on aura la somme de ces deux variations d'entropie qui sera supérieure ou égale à 0 avec l'égalité uniquement si c'est réversible. Or, le delta S du thermostat, ce sera toujours égal au Q reçu par le thermostat divisé par sa température, c'est-à-dire à moins Q reçu par le système divisé par la température du thermostat. Et de là, on tire cette propriété très importante, tout à fait élémentaire mais très importante, qui est que la variation d'énergie du système lors d'un échange de... la variation d'entropie du système lors d'un échange d'énergie avec un thermostat, c'est toujours plus grand que la chaleur qu'il reçoit divisé par la température du thermostat. Ça, je l'encadre, c'est très important. L'entropie, la variation d'entropie d'un système qui échange de la chaleur avec un thermostat est toujours plus grande que la chaleur qu'il reçoit divisée par la température du thermostat. Normal parce qu'en fait, lui, il reçoit l'énergie à une température plus basse, si sa température est plus basse que celle du thermostat. Donc en fait, il reçoit une quantité d'entropie qui est cette chaleur divisée par sa propre température. C'est plus grand. Ou bien c'est lui qui a une température plus grande, et à ce moment-là, c'est lui qui donne de la chaleur au thermostat. Et donc ce Q est négatif. Oui ? Pourquoi c'est pas si et seulement si et adiabatique réversible quand c'est égal à 0? Oui, non, parce que le système global c'est forcément adiabatique, puisque si vous considérez tout l'univers, il n'y a pas d'énergie qui peut venir ou partir d'ailleurs. L'énergie se conserve. Donc isolé. Oui, c'est ça. Ça c'est pour un système isolé. Le delta S total. Donc on considère simplement l'échange d'énergie du système avec une source de chaleur. Donc globalement tout ça est isolé. Mais du coup c'est adiabatique pour l'ensemble. Isolé. Ok. Alors maintenant, on va passer au petit c pour vous mettre en garde contre une notation courante que je n'aime pas du tout, mais vous la trouverez partout, donc je suis obligé d'en parler.
donc une notation courante mélangeuse. Ouais, c'est ce qu'il a. Oui, voilà, quand vous avez mis delta S système est supérieur à vous avez mis Q reçu du thermostat. C'est pas Q reçu par le système. Si, c'est ça. Il est reçu du thermostat par le système. Ah, reçu du thermostat. Ouais, enfin. Ouais, c'est reçu. Mais laissons ça, vous avez raison. Enfin, disons, c'était correct, mais je pense que c'est mieux, vous avez raison. C'est le Q reçu par le système. De toute façon, par convention, hein, quand on note Q et W, travail, chaleur, sans préciser, c'est toujours ce qui est reçu par le système qu'on considère. Par convention, c'est toujours la chaleur ou le travail reçu. Ok, alors la notation contre laquelle je voudrais vous mettre en garde est la suivante, c'est qu'on note parfois cette quantité-là, delta S E ou delta S échange. Donc on définit ça comme étant donc la Q reçue divisée par la température de la source ou du thermostat. Enfin, je vais laisser la même pH. Okay. Donc souvent on note ça. Et on appelle ça, on dit que ça, c'est la variation d'entropie qui est due à l'échange de chaleur avec le thermostat. Alors ça, c'est pas très beau pour plusieurs raisons. D'abord, on a vite fait de glisser et de lire ça delta S échangé. Alors ne dites surtout pas delta S échangé. On n'échange pas de l'entropie. L'entropie, c'est pas une grandeur conservative. Donc, premièrement, ne pas dire entropie échangée. Je sais bien que beaucoup de gens disent ça, je sais bien que c'est écrit dans tous les bouquins, dans beaucoup de bouquins, mais c'est pas de l'entropie échangée, c'est à la rigueur de l'entropie, une variation d'entropie qui est due à un échange de chaleur. Mais même ça, ça ne me plaît pas du tout. Je vais y venir. Quoi qu'il en soit, donc, pourquoi c'est pas l'entropie échangée? L'entropie n'est pas une grandeur conservative. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on s'échange. L'énergie, oui. C'est pas comme l'énergie. L'énergie, oui, on se l'échange. Si je vous en donne, vous en avez. Vous recevez exactement ce que je vous donne, ou l'inverse. L'entropie, c'est quelque chose qui peut varier, mais un système peut perdre de l'entropie, un autre peut gagner de l'entropie, mais ce que gagne le système n'a rien à voir avec ce qui est perdu par l'autre. Il n'y a pas un échange, il n'y a pas un transfert d'entropie, il n'y a rien qui passe de l'un à l'autre. Ce qui passe de l'un à l'autre, c'est de l'énergie, sous forme de chaleur ou de travail. En l'occurrence, de chaleur, on peut s'échanger de la chaleur. On ne peut pas s'échanger de l'entropie. Si je vous donne de la chaleur, moi, ça va me faire baisser mon entropie, certes. Et vous, ça va faire monter votre entropie. Mais à aucun moment, je vous ai donné de l'entropie. C'est pas conservatif. Donc, parler d'entropie échangée, c'est vraiment pas bien. Par ailleurs, quand on fait ça, en général, on fait ça pour écrire tout de suite après, quelque chose que vous trouvez aussi dans tous les bouquins, c'est que par conséquent, le delta S total, enfin, le delta S total, c'est là où le bas blesse. Delta S du système, après, on dit qu'en fait, c'est delta S échangé, qu'il faut lire mieux delta S dû à l'échange de chaleur, plus autre chose, delta S, on note souvent delta SI ou irréversible, qui est lié à l'irréversibilité du problème, puisqu'effectivement, donc ça c'est cette partie-là,
Ça, c'est toujours vrai. Hein. Ça, on l'a montré. Enfin, ça, c'est le second principe. Delta système étant toujours plus grand là, que ça, je peux toujours écrire delta système comme ça, enfin delta S du système comme ça, plus autre chose, et cette autre chose-là, c'est supérieur ou égal à 0. Et cette chose-là est en fait nulle lorsque le processus est réversible et strictement positive lorsque le processus n'est pas réversible et irréversible. Donc on peut vouloir noter ça, delta S irréversible, qui vaut 0 quand c'est pas irréversible, et qui est strictement positif quand c'est réversible. Voilà, alors, ce qui me gêne là-dedans, encore une fois, donc vous trouverez ça en plein d'endroits, je vous recommande fortement de ne pas utiliser ce genre de notation ou de raisonnement, parce que faire ça, ça a l'air d'attribuer la partie irréversible de l'énergie au système. Mais le système, reprenons l'exemple du bloc de métal chaud qu'on a plongé dans un lac. Le système, c'est-à-dire le bloc de métal, n'est pas du tout responsable en lui-même, de l'augmentation d'entropie. Lui, il a subi une transformation parfaitement réversible. Il avait une certaine température, il a reçu de la chaleur, il a évacué de la chaleur, il a donné de la chaleur, il a baissé sa température, et donc il a baissé son entropie. Mais ça, c'est parfaitement réversible. Il suffit de lui ramener de la chaleur en le chauffant, en faisant n'importe quoi, en le mettant dans un lac plus chaud, et il va reprendre sa position, enfin son état initial, de façon parfaitement réversible. Enfin, je veux dire, pour lui, sa transformation qu'il a subie, en elle-même, ne crée pas d'entropie. C'est pas sa transformation qui a créé de l'entropie. C'est pas non plus la transformation du lac qui a créé de l'entropie. Le lac est resté toujours à la même température, c'est une source de chaleur. C'est le fait que les deux aient une température différente et évoluent spontanément vers la même température qui a créé de l'entropie. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est le corps qui a créé de l'entropie, ni que c'est le lac. C'est la jonction des deux systèmes qui a fait ça. Donc, attribuer cette partie irréversible, effectivement, il y a eu de l'entropie créée dans le système. Mais dire que ça vient du corps et que ce qu'il a reçu du fait de l'échange, c'est ça. J'ai effacé, genre ça. Et par ailleurs, il a créé de l'entropie, c'est totalement faux, c'est complètement contraire à la réalité de la chose. C'est pas ça le principe du problème. C'est que vous avez deux corps qui évoluent, qui s'échangent de la chaleur, ça c'est un truc qui s'échange, ce que donne l'un, c'est ce que reçoit l'autre, mais ils ne sont pas échangés d'entropie, chacun a eu son entropie qui a varié parce qu'on en a vu avant, de la chaleur qu'il reçoit divisée par sa température. Alors évidemment, si sa température varie, il faut intégrer pas à pas. Et globalement, quand on regarde le système, globalement, il y a eu de l'entropie qui a cru. Mais c'est pas lié, c'est lié à l'irréversibilité globale de la transformation, pas à l'irréversibilité de la transformation de l'un ou l'autre des corps, puisqu'on a vu l'exemple où les deux ont des transformations réversibles, mais néanmoins, il y a de l'entropie qui crée. Bref. Tout ça pour dire que je n'aime pas trop cette façon de faire, mais vous le verrez partout, donc je voulais quand même le mentionner aussi pour attirer votre attention sur les dangers de cette manière de raisonner. On peut néanmoins, rien n'empêche, dans la variation de l'entropie du système, d'isoler cette partie-là, qui se trouve est effectivement la variation d'entropie, l'opposé de la variation d'entropie du thermostat ou de la source, et puis de constater qu'il y a un terme en plus, qui est effectivement toujours positif et qui n'est nul que si c'est réversible. Donc on peut faire ça, c'est pas interdit, c'est juste extrêmement trompeur et je vous recommande donc vivement de ne pas utiliser cette approche parce qu'il n'y a pas d'entropie échangée. Bien, troisièmement, inégalité de Clausius, donc nous y voilà. L'inégalité de Clausius, alors, oui, c'est très simple, on peut le tirer de là, plus exactement de ce que j'ai effacé ici. On a vu que dans l'échange de chaleur, l'échange d'énergie sous forme de chaleur, avec deux sources à la température
TS, on a vu que delta S du système, le système qui échange de l'énergie avec cette source, était supérieur à Q reçu, Q, divisé par la température de la source. Parce que ce qu'on vient de voir, ça c'est le second principe. Par conséquent, voilà, si on a une transformation, dans le cas d'une transformation au cours de laquelle le système échange de l'énergie sous forme de chaleur avec toute une série de sources, de thermostats différents, parce que sa température peut varier, il peut être en contact avec différents types de sources. Au cours donc d'une transformation, là c'était une transformation avec une source, un thermostat. Donc, dans le cas où la transformation fait intervenir des échanges de chaleur avec plusieurs sources, de l'énergie sous forme de chaleur avec plusieurs sources, à chaque étape, donc à chaque échange de chaleur avec une source particulière I, on a delta S du système, je vais mettre un petit delta, qui vaut, qui vaut Q reçu de cette source-là. Alors, je vais noter indice I pour la source I, QI divisé par TI, donc ça c'est chaleur reçue, énergie reçue sous forme de chaleur de la source I, et ça c'est la température de la source I. Okay. Pardon, j'ai mis égal, c'est supérieur ou égal. Ce qui est vrai pour une source est vrai pour toutes les sources, et par conséquent, globalement, delta S du système va être supérieur ou égal à la somme sur I des QI sur TI. Il n'y a rien de magique là-dedans. Et l'inégalité de Clausius s'applique maintenant, se déduit de ça, qui est trivial, par une autre opération triviale, qui est que dans le cas d'un cycle, dans le cas où le système effectue un cycle, Monsieur, oui, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez changé la notation? ouais, non, je ne peux pas vraiment l'expliquer, donc je la change pas. Non, mais... Okay. Non, c'était pour dire que, en fait, là on avait considéré une transformation avec une source. On peut imaginer plein de petites transformations avec plein de sources différentes. Voilà. Donc, mais pour chaque étape, la variation d'entropie du système est plus grande que QI sur TI. Donc globalement, ce sera plus grand que la somme des QI sur TI. Rien de magique. Dans le cas où le système revient à son état initial, donc ça, on va l'utiliser beaucoup dans le cas des cycles. On va chercher à faire des cycles thermodynamiques pour faire un moteur, par exemple, quelque chose qui va fournir du travail de façon répétée dans un cycle, ou bien pour faire des machines thermiques, enfin bref, on verra ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cas où le système revient à son état initial, delta S va être égal à 0. Puisque S est une fonction d'état. S de l'état final moins S de l'état initial sera évidemment 0. Je note entre parenthèses S fonction d'état. Et donc, eh bien, c'est très simple. La somme sur I des QI sur TI est inférieure ou égale à 0. Voilà, c'est juste ça, l'inégalité de Clausius. Donc c'est totalement trivial.
puisque une fois qu'on a compris que l'entropie globale d'une transformation entre une source et un système était toujours positive, et que l'entropie, la variation d'entropie de la source, c'est moins ça, et que donc la variation d'entropie du système, c'est toujours plus grand que ça, et du coup, dans n'importe quelle transformation, on a ça, et dans une transformation où on revient à l'état initial, l'état S vaut 0, donc ça. Ça, c'est l'inégalité de Clausius. Qui est donc trivial, mais extrêmement puissant, puisqu'on peut tirer beaucoup de choses de ça, comme on le verra. Ah, il me reste à préciser, bien sûr, qu'on a l'égalité lorsque c'est réversible. Il faut que chaque étape soit réversible. Il faut qu'à chaque fois, le delta système I soit exactement égal. Donc, il faut que toutes les étapes soient réversibles, donc que la transformation totale soit réversible. Quelle heure il est là, en fait? C'est vrai? C'est vrai. Ok, bah, c'est pas si mal. J'espère en faire un tout petit peu plus, mais à peine, donc ça va. Donc on verra les conséquences de ça, et on abordera donc les machines thermiques jeudi. Voilà. On a juste appliqué des formules dessus. Une définition. Dans le compliqué.